Private Equity Podcast. Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du private equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son expertise, de son parcours et de sa vision du private equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires. Avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bienvenue dans notre podcast sur le Private Equity. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Colson, acteur de référence du marché privé et à la tête de l'IPEM, événement phare de notre industrie au succès établi et grandissant. Antoine, avant de rejoindre l'industrie de l'événement, vous avez travaillé chez Eurazeo et occupé divers postes chez Saint-Gobain et Disney. Puis, c'est l'aventure entrepreneuriale qui s'engage pour vous avec le lancement de plusieurs entreprises événementielles, dont France Attractive, une conférence annuelle mettant à l'honneur et récompensant le développement économique local dans nos territoires. Mais c'est en 2017 que vous rejoignez l'IPEM après votre rencontre avec Gilles Barissa, fondateur de l'événement en 2016. Depuis lors, vous en êtes le CEO et le managing partner et êtes responsable de la marque IPEM et du développement des salons à Cannes, Paris et à l'international. Vous lancez d'ailleurs la 10e édition dans quelques semaines, les 23, 24 et 25 janvier prochains. Une nouvelle occasion de réunir votre large communauté en forte croissance. Nous y reviendrons. Vous êtes diplômé d'HEC et votre expérience et votre regard quant à notre industrie est connu et reconnu. Antoine, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Bienvenue dans Private Equity. Merci de votre invitation. Antoine, une première question pour entamer cet entretien. L'IPEM est aujourd'hui bien installée dans le paysage du Private Equity et on la connaissait jusqu'à présent pour ses éditions à Cannes. Mais vous les complétez désormais avec un deuxième événement à Paris, dont la première édition s'est achevée il y a quelques semaines. Quel bilan pour cette première édition de ce nouvel événement parisien ? C'est un bilan assez positif pour cette première édition qui s'est tenue au mois de septembre. Peut-être ce qui est intéressant, c'est d'en rappeler les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans l'aventure d'un deuxième événement et d'un événement à Paris. Déjà, je rembobine un petit peu, mais pendant le Covid, on a eu on va dire, l'agilité de monter un événement presque de toutes pièces et presque du jour au lendemain. Et je remercie d'ailleurs la communauté IPEM qui nous a suivis, ce qu'on a fait à Longchamp en septembre 2021. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire à Paris d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant à faire, notamment dans l'objectif de toucher une cible encore plus internationale que ce qu'on arrive à attirer à Cannes. Moi, il y a un chiffre qui m'a marqué quand j'ai un petit peu préparé tout ça, c'est qu'il y a 27 aéroports américains connectés en vol direct à Paris. Cannes est évidemment un peu moins connecté. Bien sûr. Or, le private equity, c'est une industrie très largement globale. La France est bien sûr le premier marché en Europe continentale et l'Europe est bien sûr un gros morceau de cette industrie. Mais les États-Unis, l'Asie, le Moyen-Orient sont des frontières qu'on souhaitait explorer. Et on s'est dit que le plus simple était certainement de lancer un événement à Paris qui ait cette ambition très globale, très internationale. C'est aussi un format, et là-dessus je pense qu'on a marqué quelques points, qui est très centré autour du fundraising. Très LP-GP oriented, pour dire ça en anglais. Donc c'est un événement très transactionnel. On a réuni à Paris près de 6000 participants. Je crois qu'il y avait pas loin de 50 pays représentés. Plus d'1 millier de LP de tout type, notamment beaucoup d'investisseurs institutionnels. Et donc c'était vraiment une ruche où s'enchaînaient les rendez-vous entre LP et GP. On a monté un très beau partenariat avec la Fashion Week et le Louvre, ce qui nous a permis de monter 10 000 m² de structure dans le jardin des Tuileries. C'était très impressionnant. Très impressionnant. Nous, on est des aventuriers de l'événement, et donc on s'est bien amusé à monter ça. Et je crois que surtout, on a fait preuve, encore une fois, et c'est vraiment l'ADN de l'IPEM, d'efficacité. Je crois que ce dont on a besoin, et ce qu'on fait avec l'IPEM, c'est qu'on essaie de servir avec efficacité cette industrie. Et donc Paris, c'est vraiment la vocation de cet événement. Et je pense que cette première édition a coché un certain nombre de cases. Un événement plus international, global même, et une vraie foire du fundraising, une vraie foire de la connexion LP-GP. Donc le retour à cette promesse initiale qui était vraiment, je me souviens de la première édition à Cannes, qui était vraiment, vous allez pouvoir, vous GP, rencontrer vos LP et messieurs les LP, messieurs, mesdames les LP, vous allez pouvoir découvrir de nouveaux GP que vous ne connaissez pas encore. Exactement. Et quelques chiffres, à Paris, on avait 40% des GP étaient nord-américains.
Et on avait en part de marché, donc j'estime à peu près mes parts de marché, on fait nos maths chaque année, mais évidemment au niveau européen elle est très importante. On a plus de 50% des GP qui comptent en Europe étaient présents à cette édition parisienne. Mais ce fundraising, c'est pas tout le monde du private equity. Oui. Il ne s'agit pas que de lever des fonds, il ne s'agit pas que de croiser des LP, il s'agit aussi de faire des deals. Il s'agit aussi de grandir, de réfléchir, de mûrir. C'est une industrie, vous rappeliez la trajectoire de l'IPEM, créée en 2016. On a la chance quand même de servir une industrie qui a cru de 15% par an, qui a connu un cycle énorme, qui s'est sophistiqué, qui s'équipe en digital, qui s'équipe en technicité, en humain. Qui s'est démocratisé. Qui est en voie de démocratisation. Je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Et je pense que pour saisir la complexité, tous les développements de cette industrie, il y a un autre événement aussi, c'est l'événement de nos bases, l'événement de nos origines, qui est Cannes, qui est un événement d'écosystème, qui ne se restreint pas à connecter les personnes en charge des relations investisseurs avec les potentiels LP, mais qui amène sous un même toit tout un écosystème. Et c'est drôle, mais certains de mes amis le disent, pendant la semaine de l'IPEM, c'est dur de vouloir croiser un banquier d'affaires ou un gérant à Paris, ils sont tous à Cannes. Et en réalité, c'est quelque chose qu'on arrive à répliquer maintenant avec d'autres places financières européennes, Milan, en partie Londres, en partie Francfort. Et donc ça, c'est cette dimension écosystème plus profonde dans un métier qui est pas transactionnel uniquement, qui est pas uniquement autour de la levée de fonds, mais qui est aussi autour du réseau, autour de sa capacité à être connecté et bien connecté. C'est ce qu'on arrive à faire à Cannes et qu'on approfondit encore plus, qui est notre modèle d'origine. Donc cette articulation est vraiment écosystème à Cannes, toujours avec du fundraising, évidemment. Bien évidemment, mais dans un lieu privilégié. En tout cas, une des choses que j'apprécie particulièrement à Cannes, c'est que personne ne rentre au bureau, en tout cas pour les Parisiens. Et ces derniers sont vraiment dédiés pleinement à l'événement. Cette dimension, nous, on l'appelle off-site, c'est ce que disent un peu nos clients anglo-saxons qui partent régulièrement avec leurs équipes. C'est vraiment un off-site de l'industrie. C'est l'occasion, sans déconnecter du matin au soir, tôt le matin pour un petit déjeuner, parfois très tard le soir, d'être en immersion complète avec ses contacts. Et je pense que c'est un autre point de l'ADN de l'IPEM à Cannes, que je pense plus européen par positionnement. C'est que la manière dont on fait du business en Europe, en tout cas nous les Latins, c'est quand même un cœur important de notre audience à Cannes, c'est extrêmement relationnel. On fait du business avec des gens avec lesquels on construit des relations. Et on construit des relations à Cannes de manière très différente, à vrai dire. Et je pense qu'on apprécie tous la Méditerranée, l'Estérel. Partager des moments, ça fait partie du business aussi. Et je pense que ça fait partie de notre ADN. C'est cette notion d'off-site, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une extraction du day-to-day et c'est un moment privilégié. Et vous êtes vraiment parvenu à constituer ce moment qui est un rendez-vous où, si Paris est vidé, ça peut ressembler aux grandes vacances du private equity, où les gens se retrouvent à Cannes et il est impensable de ne pas y être. C'est la recette magique de Cannes. Et sans trahir de secret, il y a d'autres grands événements professionnels qui se tiennent à Cannes. On n'est pas les inventeurs de la destination, très loin de ça. Du MIPIM, le MAPIC, les Cannes Lions utilisent tous cette recette qui est fabuleuse, qui fait partie de l'ADN à succès de l'IPEM, qui est cette notion d'off-site. Et je pense que notre ADN, c'est l'efficacité que je décrivais sur le format parisien. La promesse est hyper efficace. Voilà, on sait où croiser les gens, on digitalise de plus en plus l'expérience de nos participants de manière à ce qu'ils aient une idée de qui est présent, de ce que recherchent leurs interlocuteurs et qu'ils puissent monter des rendez-vous, à une atmosphère. Je pense que si on se compare à certains de nos confrères, on a cœur de construire une bonne atmosphère, de proposer une bonne atmosphère à nos participants, parce qu'on sait que ça fait toute la différence niveau business. Un bon déjeuner dans un bel endroit, on sait qu'en général, avec une belle vue, on sait qu'en général, en tout cas nous Français, et on arrive assez bien à l'exporter apparemment, on sait que c'est une recette importante dans notre manière de faire du business. Nous l'évoquions en introduction, le succès de l'IPEM est grandissant sur le marché français comme à l'international. Qu'en est-il de votre portée médiatique et quel bilan et stratégie avez-vous en la matière ? Vous créez une communauté. L'IPEM est une communauté, c'est vrai, qu'on réunit maintenant 2 fois par an, qui est la communauté des marchés privés du non-coté. Pas exclusivement du private equity, d'ailleurs, c'est important. On a pu épouser toutes les ramifications, développement de cette industrie, qui est fabuleuse. Sur la médiatisation, ce que je crois, c'est que cette industrie, elle a besoin
de manière croissante de faire passer des messages et de se construire une image. La retailisation, enfin ce qu'on appelle, c'est un mot horrible d'ailleurs, la démocratisation, enfin l'accès à la classe d'actifs à une clientèle plus nombreuse, exige aussi une plus grande communication, une meilleure pédagogie de ce que fait le private equity. Et je pense qu'on a un rôle, nous, l'IPM, effectivement, d'être une caisse de résonance de cette industrie à l'égard des médias. Ce que l'on fait, je pense, relativement bien. Il y a une belle couverture médiatique, qu'elle soit française. On a de très bons partenaires médiatiques, je les salue, mais également à l'étranger, en Europe, en Angleterre, aux États-Unis. Et je pense que plus on portera ces messages, plus aussi cette industrie qui a eu pour habitude d'être secrète, d'être une alternative, une classe alternative, gagnera ces galons de classe d'actifs à part entière génial. Et puis je pense, on a aussi une responsabilité, nous. On est plus qu'une place de business. On est le lieu où se réunit une communauté, où elle évoque les grands problèmes, ou les grands challenges et ses grands défis. Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec la plus grande liberté éditoriale possible, parce que on endosse vraiment le rôle de vouloir faire progresser et de soutenir le progrès de cette industrie. Et donc, je pense que Talk the Talk dans nos panels est vraiment quelque chose on essaye de faire, que j'aimerais qu'on fasse encore mieux, d'amener les vraies problématiques de manière à ce que le private equity se pose les questions. Il y a toujours des questions. Une industrie qui croît, qui se développe, a toujours des questions à se poser, parce que je pense que c'est de cette manière-là qu'on en soutiendra le développement. Oui, on est en plus de surcroît à un point de bascule de maturité, à la fois sur la constitution de grandes plateformes, la question de l'international, de la distribution, de l'arrivée de nouveaux investisseurs, autant de sujets, l'industrie elle-même dans la composition de ses membres, autant de sujets pour lesquels vous êtes naturellement chambre de résonance, c'est-à-dire que si ces sujets-là ne sont pas abordés à l'IPM, où sont-ils abordés ? Absolument. Là, l'époque, la dernière année et l'année qui s'annonce sont, à mon avis... alors j'ai l'impression de me répéter, parce qu'en fait, j'ai l'impression que chaque année, on est dans un moment de pivot pour l'industrie. Alors, on voit à chaque fois un certain nombre de tendances se dessiner ou s'affirmer. En fait, je pense que c'est des cycles assez longs. Mais chaque année, vous prenez 15%. Chaque année, l'industrie prend 15% de croissance. Oui. Effectivement, nous, je dois dire qu'on fait un petit peu mieux, ce dont on se félicite, mais c'est aussi parce qu'on est très suivi et j'espère qu'on répond bien aux attentes de nos partenaires. Parlons de votre actualité. Vous avez annoncé une croissance externe avec le rachat de 100% d'Healthcare Business International, une société britannique d'événementiel et de services pour les acteurs de la santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est une acquisition qui a été menée par Europe Events, donc la holding de tête de l'IPM et de Gilles Barissa. J'ai investi à ses côtés. Healthcare Business International, c'est de manière intéressante d'ailleurs, c'est un deal qu'on a réussi à faire, connecté par des acteurs du private equity, évidemment, clients des deux événements. Donc on s'est dit qu'il y avait naturellement des synergies entre ces deux rendez-vous. La santé, alors déjà je suis fils de médecin, donc c'est un secteur qui me passionne. Ce que nous avons en commun. En plus du prénom. C'est beaucoup de choses. Et donc la santé, c'est évidemment un secteur résilient, qui connaît une croissance durable, qui est également aussi en phase de pivot technologique, démographique, etc. Et de manière absolument intéressante pour nous, qui est à peu près réunie, d'après l'enquête de Bain annuelle à Healthcare Private Equity, à peu près 15% des deals PE l'an dernier se sont faits dans la santé. Healthcare Business International, c'est vraiment, depuis une dizaine d'années, c'est pas un événement qui date d'hier matin, naissant. C'est vraiment l'événement où se réunissent tous les décideurs, donc c'est du secteur santé privé en Europe, en grande partie d'ailleurs les services santé. On va progressivement aussi s'étendre à d'autres parallèles, notamment les pharma services, etc. Et puis tout l'écosystème d'investissement et d'advisory qu'il y a autour de M&A, etc. Donc c'est vraiment un événement qui est important et sur lequel on pense qu'il y a matière à créer des synergies. Ce sera un petit cousin londonien. Et moi, je suis aussi ravi. C'est une petite entreprise, mais dont on a pas mal à apprendre. On a pas mal à apprendre parce qu'ils ont aussi un business model en partie de business information. Ils apportent de la data et des insights à cet écosystème santé européen qui n'a pas de comparable. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, car je pense que c'est un moyen aussi de garder le contact avec sa communauté tout au long de l'année. Et ça correspond à un besoin. Et ça correspond à un besoin, bien sûr. Qui n'est pas rempli aujourd'hui. Par l'IPM ?
Non, pas nécessairement par l'IPEM, mais il y a une vraie question d'insight sur le marché. Nous sommes dans un environnement, et la santé ne fait pas exception à cela, où la donnée, la structuration de la donnée, le fait d'avoir accès à ces données, de l'avoir correctement structurée, peut réellement bouleverser et améliorer notre manière de travailler. C'est quelque chose dont on aimerait se rapprocher, nous, à l'IPEM, parce qu'il est vrai que les événements sont des moments où la donnée se densifie, où tous les LP nous disent, ou à peu près tous les LP nous disent ce qu'ils souhaitent faire, et la plupart des sociétés de gestion nous disent dans quoi ils investissent ou les fonds qu'ils s'apprêtent ou qu'ils sont en train de lever. Ça, c'est une donnée extrêmement riche, qui a beaucoup de valeur, et qui peut aussi permettre à cette industrie d'être plus efficace. Un point supplémentaire, c'est que ayant pour l'instant 2 rendez-vous par an, vous avez aussi une place tout à fait privilégiée, puisque vous pouvez vérifier la cohérence de cette donnée dans le temps. On a encore un peu de travail à faire pour être tout à fait Voilà. honnête et transparent sur le sujet, mais notre communauté nous confie des données dont on pense qu'elles peuvent rendre cette industrie plus efficace. Et donc ça, c'est quelque chose qui est next frontier pour l'IPEM, je pense. Voilà, mais vous êtes un poste d'observation et d'écoute qui, correctement structuré, peut réellement faire une différence et rendre un service absolument essentiel, au-delà du fait de pouvoir, en effet, se retrouver. Si je peux rencontrer demain une contrepartie que je ne connais pas, non identifiée, qui cherche précisément ce que j'ai à offrir, c'est merveilleux. Je pense que moi, personnellement, c'est ce qui m'éclate dans mon job à l'IPEM, c'est d'être dans cette position d'observateur informé et d'avoir accès, et d'être vraiment comme en haut d'une tour d'observation et de voir cette industrie qui se développe, de voir où les LP vont investir, voir où les GP sont actuellement en train d'aller lever de l'argent, et de comprendre aussi comment évoluent les profondeurs de ce secteur, quels en sont les enjeux profonds. Ça, c'est, je crois, ce qui rend notre position et notre job passionnant, et j'espère que l'équipe le partage, mais je sais qu'ils sont aussi passionnés par moi que pour le private equity. Alors justement, Antoine, et de manière plus générale, quelles sont les prochaines étapes pour l'IPEM en termes de développement ? Je pense que nous, j'évoquais la donnée, c'est un enjeu pour nous important, c'est d'être en mesure de faire quelque chose de la donnée qui nous est confiée et de la rendre utile à nos partenaires, pour aussi que cette industrie soit plus... de l'activer. D'activer la donnée. Ouais. Je parle même de données activables, donc le terme est exactement celui-là. Enjeu important pour nous, c'est l'international. On est malgré tout des petits Français de l'étape. Alors on a bien grandi, on a eu la chance d'être maintenant repérés et adoptés par des acteurs internationaux de cette industrie. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire et on peut le faire de différentes manières en faisant venir davantage de ces acteurs, que ce soit des investisseurs, des sociétés de gestion, à nos événements en Europe, que ce soit de monter ce que j'appellerais des expéditions, c'est-à-dire d'emmener un certain nombre de nos partenaires à l'étranger, apprendre, être au contact d'autres marchés. Je pense notamment à notre cœur de clientèle qui est européenne. Et donc on a des projets en Asie, en Chine, on vient de faire une petite opération, aux États-Unis, et vraisemblablement au Moyen-Orient. Je mets vraiment ça sous le coup d'expédition dans un premier temps. Répliquer ce que l'on fait sur la Croisette ou dans le Jardin des Tuileries ailleurs me semble très difficile. En revanche, amener un petit peu d'IPEM dans des géographies où on pense qu'il y a un intérêt pour nos clients d'aller faire un tour, ça c'est quelque chose qu'on fera prochainement. Donc voilà, c'est un peu la donnée et l'internationalisation, je dirais, qui sont moi mes principaux défis. Et puis un autre défi, je pense, qui est un défi pour l'industrie, qui est je reviens sur ce mot barbare, mais bon, on est obligé de l'utiliser, qui est la retailisation. Est-ce que le format IPEM, évidemment, il y a beaucoup de wealth managers, de banques privées, d'acteurs qui, on va dire, creusent cette retailisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un événement comme l'IPEM si demain, cette industrie, et je le souhaite, je pense que c'est nécessaire même pour son adoption, pour sa capacité aussi à défendre son rôle dans l'économie réelle, son acceptation, sa license to operate, comme disent mes anglo-saxons. Je pense que la retailisation est un enjeu qu'on introduit progressivement dans nos événements IPEM, mais qui peuvent potentiellement amener à
à des innovations, je pense. Voilà, j'ai rien sur le feu et je sais que la communauté IPM a déjà 2 événements à faire par an. Si je commence à en empiler d'autres, certains sauteront au plafond, mais il est certain qu'il y a quelque chose à faire autour de ça. Non, mais à écouter en effet les clients potentiels, les nouveaux investisseurs en private equity, on entend 2 choses. Premièrement, l'économie réelle. Deuxièmement, l'efficacité. Troisièmement, j'accepte cette règle de ton nom et elle correspond à mes valeurs. Et quatrièmement, voilà des acteurs qui prennent des engagements, notamment quand on mesure d'externalité, etc. Et là, il y a une adhésion. Comment je fais pour venir ? Et en effet, vous voyez aujourd'hui les wealth managers, certains family office, et des acteurs ou certains CGP aussi qui viennent et qui sont des distributeurs. Et se pose en effet la question de comment j'accueille, comment je promeus, comment j'explique. Et les explications sont différentes d'une explication qu'on peut et d'un échange qu'on peut avoir avec un institutionnel qui fait ça depuis 20 ans, 30 ans. Et les attentes sont très différentes. C'est vrai, je rappelle, il n'y a pas si longtemps, on a eu un président de la République qui disait que son ennemi était la finance. On peut constater que private equity fait plutôt partie de la solution. Enfin, private equity dans tous ses acceptions. Et qu'on observe un regard du pouvoir politique, des régulateurs, qui à mon avis pousse dans le dos aussi, private equity. Qui aura certainement besoin de s'adapter, parce qu'effectivement, s'adresser à une clientèle retail, c'est pas la même chose que les fonds souverains du Moyen-Orient. Enfin, la même sophistication, c'est pas les mêmes besoins de transparence. Mais il est certain que c'est une opportunité fabuleuse pour cette industrie et pour notre économie. Ouais. Mettre le capital de monsieur, madame, un petit peu tout le monde au travail, au coin de la rue, dans des boîtes qui créent des emplois d'aujourd'hui et de demain, participent à la transition écologique, participent aux grandes ruptures technologiques dont on a besoin, que ce soit dans la santé, le digital. Je trouve que c'est fabuleux. Et c'est un alignement, à mon avis, assez unique, presque historique certainement, entre les besoins du monde, de l'économie et là où est fléché le capital. Et certainement un cycle séculaire comme a pu le connaître les marchés cotés post-1945, où on a vu les marchés publics atteindre des dimensions qui étaient absolument inégalées auparavant. Et avec une quantité de contrepartie de nouveaux investisseurs absolument invraisemblable, et les marchés ont tenu. Un élément qui est très intéressant en la matière, c'est pour quelles raisons ces derniers viennent, en tout cas souhaiteraient venir. Et un des éléments qui ressort aujourd'hui au travers des distributeurs, on parlait des wealth managers, une manière de le présenter, c'est-à-dire voilà un produit extrêmement exclusif qui ne vous était pas accessible et qui aujourd'hui peut le devenir. Et je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que en même temps nous disons voilà quelque chose qui est très ancré dans les territoires, dans l'économie réelle, dans l'emploi, mais ceci est exclusif. Alors que by design, ça n'est pas du tout exclusif. C'est plein de bon sens. C'est un petit peu, peut-être que le parallèle sera mauvais, mais c'est un petit peu la notion du luxe abordable qu'on a dans la mode. Mais c'est une vraie question. Est-ce que c'est une question à très long terme ? Effectivement, c'est un produit de luxe, et comme tout produit de luxe qui a un intérêt à servir plus largement une audience. Voilà, les gens qui n'avaient pas de baignoire au début du 19e siècle, on est tous contents d'en avoir une aujourd'hui. Et donc je pense que private equity doit, à mon avis, rentrer dans le quotidien des gens. Ce qui, à mon avis, exige des transformations assez fondamentales. C'est une grande responsabilité. De la manière dont opèrent les acteurs de cette industrie. Peut-être pas demain, mais certainement à un horizon de 10-20 ans. Parlons quelques instants aussi du private equity de manière plus large. Une communauté se forme de plus en plus entre les acteurs de notre industrie, donc LP, GP, service provider. Comment voyez-vous évoluer cette communauté ? C'est intéressant parce que c'est une industrie dont tout le monde commente la consolidation, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse passer de plusieurs dizaines de milliers de sociétés de gestion dans le monde à seulement 50. C'est ce qu'annonçait le CFO de Partners Group dans une interview l'été dernier. Évidemment, ça serait une sacrée consolidation. Oui. C'est une musique qu'on entend depuis assez longtemps maintenant. Non, mais après, observons-le, les mouvements de consolidation sont à l'œuvre. Sont réels. Le développement de plateformes
qui lève une part considérable maintenant des capitaux de la classe d'actifs chaque année, est indéniable. Et à côté, on a l'impression qu'il y a la haute couture, alors, je ne veux surtout pas frustrer mes amis dans des très grandes plateformes, mais on a l'impression qu'il y a comme une consolidation qui ferait aussi émerger ou servir un petit peu de faire valoir à des boutiques peut-être plus agiles ou plus expertes dans certains domaines ou certaines géographies. Donc ça, c'est une première évolution de ce paysage, je pense extrêmement super intéressante. Et l'autre truc, c'est à quel point cette industrie ne cesse de se sophistiquer. Elle ne cesse, et c'est normal, elle a la pression des returns, elle a la pression de la performance, et elle est agile, aussi fluide que l'est l'argent. Hein. Oui. Et donc, elle ne cesse de se sophistiquer. Donc moi, je suis ébahi de voir naître des nouveaux métiers ou des nouvelles compétences dans les sociétés de gestion et parmi tous les acteurs de l'écosystème qui l'entourent. Il semble assez évident que l'intelligence artificielle a de beaux jours devant elle dans notre industrie et qu'elle va être, et elle est déjà à mon avis assez rapidement adoptée. On voit que l'enjeu de la liquidité et le développement des marchés secondaires, dans leur grande complexité d'ailleurs, ça va très vite. Ça crée de nouveaux métiers, de nouvelles formes d'intervenir, de nouvelles plateformes digitales, etc. Donc voilà, c'est quelque chose moi, qui me fascine, c'est cette sophistication. Et par ailleurs, je pense, la prise de conscience on parle maintenant non pas d'une classe d'actifs alternatifs, mais d'une industrie, d'une part importante de l'asset management. Moi, un chiffre sidérant c'est que les private markets représentent 50% du chiffre d'affaires de l'asset management mondial, alors que ça représente à peu près seulement 12 à 15% des actifs sous gestion. Bien, ouais. Ça donne une idée de la richesse de cette industrie. Et je pense que ça, c'est des marges d'investissement et c'est de nouvelles responsabilités pour cette classe d'actifs qui a continué à se développer. Et donc, par exemple, le ESG et le climat sont aussi pour moi des sujets où on voit de plus en plus de sociétés de gestion se positionner, mais aussi créer des nouveaux fonds, de nouveaux métiers, des nouveaux métriques. Voilà. Et donc, tout ça sous la bienveillance du régulateur et son exigence, qui sont les deux critères de la règle de Saint-Benoît, font, à mon avis, que ça va continuer à se développer et à se solidifier autour de fondamentaux qui sont actuellement, à mon avis, très solides. Certains analystes envisageant le marché du private equity évoquent à juste titre peut-être un marché décentralisé. Et en effet, avec multicritères et qui peuvent, pour chacun des investisseurs, leur permettre de trouver chaussures à leurs pieds. C'est vraiment la diversité de cette offre, y compris avec les plateformes, est tout à fait stupéfiante. Ben ça, il y a une frontière qui, philosophiquement, je ne sais pas si c'est un podcast de philosophie, mais peut paraître un peu artificielle. Nous sommes au 50e étage, nous faisons ce que nous voulons. Peut paraître artificielle, mais la frontière public-private markets, marché public, marché privé, c'est une frontière de liquidité, à vrai dire. Warren Buffett détient des actifs publics depuis un demi-siècle, pour certains. Donc, et je crois que, notamment, il y a quelque chose à explorer, et c'est le private equity qui l'explorera. Ceci dit, les acteurs du côté, quand on voit l'entrée assez ambitieuse que font les grands asset managers, entre guillemets classiques, des BlackRock, Amundi dans cette classe d'actifs, je pense qu'il y a une porosité qui va s'explorer entre les deux et qui peut être servie par effectivement des évolutions nécessaires, technologiques et d'un point de vue réglementaire. Mais peut-être que cette frontière nous paraîtra artificielle dans quelques dizaines d'années quand on se retournera. Dans les enseignements que je peux dispenser en private equity, il y a 15 ans, on parlait de primes d'illiquidité. Voilà, dans les valorisations. La réalité mathématique et statistique est que sur de très nombreuses transactions, en dehors d'événements défavorables de marché, cette prime d'illiquidité, on a de plus en plus de mal à la constater. Donc en effet, deux éléments. Premièrement, le private equity n'est pas illiquide by design, c'est pas vrai. Il l'est parce que contractuellement, les conditions de liquidité sont compliquées et ne se justifient pas en dessous d'un certain montant de blocs à transmettre. Et deuxièmement, la manière dont les prix se forment
entre le liquide et l'illiquide, j'ai un pincement qui est très fort, voire une inversion. On a connu quelques inversions ces dernières années, et cet élément-là est très important. C'est-à-dire que si on constate que seul le marché a raison dans son pricing, ce qui reste à discuter, l'illiquidité du private equity ne se retrouve plus dans le prix des actifs, dans certains cas. Et ça, c'est un élément qu'on voit très clairement depuis 7-8 ans sur certains secteurs d'activité. Voilà une question intéressante pour nous. Tout à fait. Quels sont pour vous les grands enjeux du private equity et, soyons fous, comment le voyez-vous en 2050 ? Je pense que je reviendrai au sujet qu'on vient d'évoquer. Alors à 2050, effectivement, c'est très prospectif. Je pense que l'enjeu du private equity à 2050, à l'horizon 2050, c'est vraiment de take over the asset management industry. C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire de passer de ces quelques pourcentages, on est maintenant à 2 chiffres quand même d'allocation, à quelque chose qui puisse potentiellement être majoritaire. Pour cela, il faut régler les certain nombre de paramètres de l'équation qu'on évoquait, en particulier l'illiquidité, la compréhension de la classe d'actifs et son accès aux poches d'investissement les plus profondes sur la planète, que sont celles de l'investissement retail. Et si c'est le cas, je pense que l'autre défi, et il est parallèle, c'est de montrer et de ne jamais perdre de vue le rôle qu'il joue dans l'économie réelle. Ce que je pense être très bien fait en Europe. Ce que je pense être particulièrement bien fait par les GP européens, par les associations, par ce que fait très bien France Invest, ce que fait très bien Invest Europe dans la démonstration collective du rôle de cette industrie. Et je pense qu'il faut que les sociétés de gestion prennent cet enjeu-là à bras-le-corps. Voilà, ça, je dirais que c'est un peu les grands défis. Mais à mon avis, idéalement, il faudrait un jour gommer les lignes d'allocation. Il y a de l'equity, il y a des produits fixed income, de dette, et côté, non côté, tout ça, pour être tout à fait vu, en tout cas d'ici quelques années, comme des paramètres presque artificiels, je pense. Je le pense aussi. Une dernière question pour finir cet entretien, Antoine. Que pouvons-nous vous souhaiter, à la fois pour la prochaine édition de Cannes à janvier où nous nous retrouverons, mais aussi de manière plus générale pour l'IPEM? En janvier, déjà, il faut nous souhaiter une joyeuse 10e édition. Joyeux anniversaire. Voilà, c'est un anniversaire. C'est un moment, je pense, très important pour nous, pour les membres de l'équipe qui ont été là depuis le début, pour les membres, pour les IPEM Friends, on les appelle comme ça dans nos newsletters. Et on le pense vraiment, il y a vraiment des liens d'amitié assez solides et sincères qui sont créés avec notre communauté. Donc je pense que ce sera un moment de retrouvailles, de célébration et de petit retour aussi sur 10 éditions que j'espère qu'on partagera avec le maximum de personnes, et en particulier ceux qui ont cru en nous, qui ont contribué au développement, à la très belle histoire qui est celle de l'IPEM et plus globalement celle de notre industrie, je pense. Donc voilà, une belle édition, une belle 10e édition. Soufflons les bougies ensemble et passons un bon moment, tout en remettant en début d'année l'industrie des private equity au travail. Moi, j'aime bien ce moment de début d'année parce qu'outre les cartes de vœux et les boîtes de chocolat, c'est très très proche de la période des bonnes résolutions. C'est-à-dire qu'on les a encore. On a encore, voilà. On est dans les derniers jours des cartes de vœux et on a encore quelques jours pour prendre des bonnes résolutions sur l'année qui vient. Et j'aime bien ce moment-là de l'année pour ça. Et donc j'espère que cette édition de Cannes en janvier, elle apportera son lot de questionnements, d'échanges et de réponses à une industrie qui est au défi des performances, qui est au défi d'un nouvel environnement de taux et de valorisation, qui est au défi de tout un tas de choses que tous vos éditeurs connaissent. Or, il faut bien la faire cette année 2024. Il s'agit que ce soit une très belle année parce que on est dans une industrie où de millésimes. On travaille pour que chaque millésime soit le meilleur possible, quelles que soient les conditions météo le plus agile dans les possible. vignes. Oui. Exactement.
Antoine, un immense merci pour avoir partagé ce thé avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons tout ce que vous vous êtes souhaité et bien plus encore. À très bientôt. Merci, à bientôt. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.